messieurs, vous suivez Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective des faits marquants de la semaine écoulée. Pour commencer, l'Assemblée nationale, à travers les 3 groupes parlementaires, a fustigé mercredi la visite inattendue des militaires au domicile de Sidya Touré, député à l'Assemblée nationale et président de l'UFR. Les députés décident d'adresser une correspondance au ministre de la Sécurité pour savoir le pourquoi de cette visite. Ils envisagent aussi de suivre une démarche républicaine pour la manifestation de la vérité sur ce sujet. Je vous propose de suivre Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons entamé une démarche que je considère être une démarche républicaine. Les 3 groupes parlementaires composant l'Assemblée nationale, nous nous sommes transportés devant le président de l'Assemblée pour lui demander, au nom de l'Assemblée, d'adresser une correspondance à qui de droit, notamment les ministres en charge des services de sécurité, pour poser des questions, pour en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. À ce stade, nous sommes en train de nous poser des questions. Pourquoi des forces de sécurité, des services de sécurité pourraient ou devraient aller chez M. Sidya Touré? Est-ce commandité et par qui et pourquoi? Et à la suite de ça, l'Assemblée serait en plein droit de dire ce qu'elle doit dire. Mais la démarche est républicaine et la démarche est au nom de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée va adresser une correspondance et nous attendons la suite à cette correspondance pour nous prononcer. L'UFR a riposté également contre le comportement des militaires devant le domicile de son leader au cours d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. Au siège du parti, Sidya Touré a relaté son cauchemar et menace de reprendre les manifestations de rue. Les militants en colère qualifient cette présence militaire d'intimidation. Benoît Martila pour plus de précision. Fortement mobilisés au siège national de leur parti, les militants de l'Union des forces républicaines en colère scandaient des slogans contre l'intimidation dont serait victime leur président Sidya Touré, devant lequel ont campé mardi dans la journée jusqu'en début de soirée des militaires. Selon Sidya Touré, ces éléments appartiendront à des forces spéciales de l'armée nationale qui ont voulu forcer l'entrée de son domicile, mais en vain. Hier, nous étions en réunion dans mon salon. Quand les jeunes nous ont dit qu'il y a des gens qui se prétendent être des militaires qui sont venus barrer l'entrée du chemin et qui empêchent les véhicules de sortir ou quand ça rentre, on fouille, ainsi de suite. Donc je suis sorti. Quand ils ont vu que je sortais, les véhicules sont partis se réfugier vers l'école Amitsila. Mais j'ai demandé que le chef du groupe, parce qu'il n'était pas bien militaire, pour qu'on discute et qu'il me dise qu'est-ce qui se passe. Mais ça c'était après qu'il ait eu des échauffourées avec les gens de chez moi. Ils ont même arrêté un jeune du quartier qui est gardien à côté de chez moi, pensant que c'était un des gardiens. Ils n'étaient pas bien militaires. Mais les gens armés qui prétendent eux-mêmes qu'ils sont des forces spéciales, et cela est écrit sur leur véhicule, vous en avez 3. Pourquoi est-ce que vous allez douter de cela? Sidya Touré aurait eu des conversations téléphoniques avec le ministre délégué à la Défense nationale. Sur les causes de cette présence militaire sur le leader de l'UFR, Maître Abdoul Kabele Camara aurait parlé du retranchement des 2 officiers déserteurs sur Sidya Touré. J'ai appelé le ministre Kabele moi-même. Je lui ai dit, il y a des gens qui prétendent être des militaires ici et qui sont en train de créer des problèmes au niveau de chez moi, qui veulent rentrer chez moi, qui veulent fouiller, ainsi de suite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, je vais m'informer. J'ai appelé le général Bandé qui n'a pas répondu. Après, j'ai eu le ministre Kabele qui m'a dit qu'il s'est informé et qu'il paraît qu'il y a 2 militaires déserteurs qui sont chez moi. Je l'ai dit, monsieur le ministre, il faut qu'on soit sérieux. Si les gens sont déserteurs, je ne pense pas que c'est chez moi qu'ils vont venir.
Face à cette situation, le parti menace de reprendre les manifestations de rue. C'est nous qui avons suspendu nos meetings. Donc nous allons demander qu'on reprenne nos meetings. Puisque dorénavant, on peut appeler les gens à des manifestations ici toute la journée sans que cela ne porte à conséquence. Nous l'avons fait à cause de Ebola. Qui a donc ordonné à ces militaires de monter la garde devant le domicile de Sidya Touré. Pour le moment, c'est le silence total du côté de l'armée et les leaders de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire se rencontreront vendredi prochain pour prendre les dispositions. Après une descente musclée d'inconnus armés à la résidence du président de l'Union des forces républicaines mardi, le ministre délégué à la Défense nationale brise le silence. Maître Abdoul Kabele Kamara refute en bloc une quelconque intimidation d'un leader politique par les forces de défense et de sécurité nationale. Selon lui, aucune unité militaire n'a reçu de son département l'ordre de surveiller le domicile du président de l'UFR, Sidya Touré. Mfaliki Lavogi, pour plus de précisions. La descente d'inconnus armés devant le domicile de Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines, le sujet défraie la chronique. Le ministre délégué à la Défense nationale décide de dire sa part de vérité. J'ai reçu un coup de fil de M. Sidya Touré. Il m'a fait part d'une inquiétude. Je lui ai posé la question de savoir si, comme il le dit, il y avait un militaire était effectivement à son domicile. Et pour quelle raison? Sidya Touré a répondu par l'affirmative qu'il y avait effectivement un militaire à son domicile. Je lui ai demandé de laisser partir le militaire, même si c'est pour une visite. Sidya Touré lui-même ayant déclaré que le militaire était en uniforme, j'ai dit qu'il n'avait aucune raison, n'est-ce pas, d'être là-bas. Nous sommes engagés dans une réforme où les militaires doivent respecter le règlement de discipline générale et le code de conduite. Pour l'heure, tout un mystère autour de l'identité du militaire qui se serait réfugié chez le leader de l'UFR. Moi, je ne sais rien, c'est Sidya Touré qui me l'a dit. Qu'effectivement, il y a un militaire est venu lui rendre visite. C'est à lui de dire le nom de ce militaire. Et c'est à lui de dire pourquoi le dernier est venu lui rendre visite. Je ne le connais pas pour lui reprocher quoi que ce soit, ce militaire-là. Dans un communiqué lu sur les médias d'État mercredi, le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, affirme avoir des preuves sur d'éventuels troubles à l'ordre public organisés par des leaders politiques. À la question de savoir si cette information a un lien avec la présence d'hommes en armes devant la résidence de Sidya Touré, le ministre délégué à la Défense nationale répond. Cette déclaration n'a aucun lien avec ce qui se serait déroulé devant le domicile de M. Sidya Touré si, selon les informations pertinentes qui lui sont remontées, n'est-ce pas, il est établi qu'il y a risque de troubles à l'ordre public, la gendarmerie est en droit de prévenir. Comme un gendarme, il siffle d'abord avant de frapper. Si la gendarmerie l'a affirmé, c'est que les services de renseignement au niveau de la gendarmerie, ont dû remonter les faits et en tout état de cause, mieux vaut prévenir que guérir. Selon Abdoul Kabele Kamara, aucun agent n'a reçu de son département l'ordre de surveiller la résidence de Sidya Touré. À l'issue d'une réunion tenue vendredi, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire menace de descendre dans les rues et dénonce entre autres un dysfonctionnement dans la correction du fichier électoral par la CENI et la non-signature jusqu'à ce jour, les relevés des conclusions issues du dialogue du mois de juillet dernier, des anomalies qui peuvent, selon elle, nuire à l'organisation des élections en 2015. L'opposition a aussi fustigé la gestion d'Ebola et se dit solidaire quant à l'intimidation de certains de ses membres. Compte rendu signé Abdrahman Ba. L'une des raisons de cette motivation de l'opposition est, selon elle, le dysfonctionnement constaté dans la correction des anomalies du fichier électoral pour la tenue des élections annoncées pour 2015. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons que la CENI est en train de procéder à la correction des anomalies constatées sur le fichier électoral et sur la cartographie des bureaux de vote.
Nous constatons que la CENI est en train de recruter un opérateur technique. Tout ceci se fait de la façon la plus opaque. Et tous les courriers que nous avons adressés aux autorités pour que l'opposition puisse être informée de l'évolution de ce processus, ces courriers sont restés sans suite. Donc nous avons le sentiment qu'on est en train de nous mettre encore une fois devant une situation de fait accompli pour organiser une gigantesque fraude lors des prochaines élections. Le porte-parole de l'opposition a fait remarquer que les relevés des conclusions issues du dialogue du mois de juillet dernier ne sont toujours pas signés. Il exige cette signature et demande que l'institution de gestion des élections soit aussi entièrement réformée. La signature de ce relevé de conclusions déclenchait automatiquement la mise en place des comités de veille et de suivi auprès de la CENI, et ce qui aurait permis à l'opposition d'être au plus près de la gestion du processus électoral. Nous exigeons également que la CENI soit réformée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la CENI a fait toute la preuve de son inaptitude à gérer le processus électoral et à nous organiser des élections effectivement transparentes. La deuxième raison pour laquelle nous demandons la réforme de la CENI est la loi 016 portant organisation, fonctionnement et composition de cet organe de gestion des élections. Et cette loi dispose que sa composition doit être paritaire. Il se trouve qu'au sortir des élections législatives, une nouvelle recomposition du paysage politique a fait qu'aujourd'hui, on a à peu près que 3 commissaires qui se réclament de l'opposition au sein de la CENI au lieu de 10. L'opposition explique aussi cette décision par la mauvaise gestion de la lutte contre Ebola dans le pays, et ce, en dépit de l'accompagnement de la communauté internationale. Mais ce qu'elle regrette le plus, c'est l'intimidation de certains leaders politiques. L'opposition condamne ce acte et se dit être solidaire dans sa démarche. Le pouvoir s'est engagé ces derniers temps dans une stratégie d'intimidation et de persécution des leaders politiques. Certaines scènes, certains incidents qui se sont déroulés à la minière, au domicile du président Sidya Touré. Toute l'opposition a condamné ces actions et exprime sa volonté de ne pas céder à l'intimidation et de continuer son combat politique. Les deux franges de l'opposition, par la voix d'Aboubacar Silla, appellent à la prise en compte de ces revendications. Dans le cas contraire, elles vont reprendre sous peu ces meetings et manifestations de rue. Dans cette rétrospective également, la ministre des Sports très remontée contre le comportement de certains journalistes de la RTG, une colère qu'elle a déversée lundi 3 novembre au cours d'une conférence de presse. Domani Doré les invite à plus de responsabilité dans l'exercice de leur profession, surtout lors des missions d'État à l'extérieur. Abakar Sidikimane. La RTG doit vérifier la moralité des cadres qu'ils amènent pour les reportages à l'extérieur. Sinon, c'est vraiment un problème. On ne peut pas se permettre d'arnaquer les cadres. Domani Doré, ministre des Sports, monte au créneau en dénonçant le mauvais comportement de certains journalistes de la radio-télévision guinéenne. Comportement survenu au Ghana lors du dernier match de série nationale. Pour elle, les journalistes de la RTG doivent s'habituer aux obstacles et qu'elle n'est pas venue à la tête du département des sports pour un partage d'argent, mais plutôt contribuer à bâtir une administration forte. Ce fléau, j'aimerais vraiment concourir à le combattre au niveau de nos différentes administrations. La RTG, pour certains journalistes qui évoluent à ce niveau, nous font honte. J'avoue que je voyage très souvent avec des reporters des radios privées, mais en âme et conscience, je n'ai jamais vu un reporter des radios privées qui m'a demandé quoi que ce soit. Mais j'avoue que je prends la peine d'expliquer ça pour qu'ensemble nous organisions, que la RTG, à travers certains journalistes, comprennent qu'ils représentent aujourd'hui le tricolore quand il y arrive certaines choses. 12 heures, monsieur le ministre de la Communication m'appelle. Madame, j'ai mes journalistes qui sont bloqués à Accra, blablabla, et je dis, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez organiser à Conakry qui puisse bouger jusqu'à ce que nous arrivons à Accra pour dire qu'ils n'ont pas leur billet d'avion? Non, ils me disent qu'ils ne savaient pas qu'on joue à Tamale. Je dis, alors là, monsieur le ministre, je suis désolé, ce n'est pas des journalistes, c'est des touristes. Très en colère, la ministre des Sports demande un changement de comportement de ces journalistes de la RTG. Allez vous informer à la communication. D'abord, je parle sous ton contrôle. Allez demander au DAF de la communication si ces billets n'ont pas été payés. Vous aurez la réponse. Les billets sont payés avec indemnité. Pourquoi ils ne peuvent pas le prendre? Pourquoi ils arnaquent? Et après, ils rentrent à Conakry, on prend les médias qui aussi ont besoin de sensationnel, chacun commence à machiner. On n'est plus à cette époque en Guinée, s'il vous plaît. Si on veut accompagner ce que nous appelons construire un État normal, il faut qu'on soit capable de nous-mêmes subir ce que nous appelons et faire des réformes, être un ambassadeur du changement quand même, à moins que les gens le font pour simplement amuser la galerie.
Mais pour moi, ce n'est pas de la blague. Si d'habitude, pendant les éliminatoires, c'est la période de rente pour certains, j'avoue que si j'ai fermé les pompes, ne vous étonnez pas que d'autres ne soient pas contents. Avec cette sortie musclée de la ministre Domani Doré, elle entend redonner une belle image au sport guinéen et pour cela, elle lance déjà un message fort aux détracteurs. Au cours de cette conférence de presse, la ministre Domani Doré a également décrit le comportement de certains cadres avant de demander aux journalistes de la RTG de faire preuve de moralité dans l'exercice de leurs fonctions. Suivez. Si nous vous aidons à arriver, qui vous prend en charge à Tamale? Et on répond aux jeunes, je ne sais pas. Mais si vous ne savez pas, on veut vous accompagner pour le billet, vous dites encore, je ne sais pas. Qui te prend en charge à chose? Je dis, mais d'abord, on s'en lave les mains tranquillement, ce qui est sûr, s'ils ont pu venir à Accra, c'est qu'ils pourront venir à Tamale. Je reviens là-dessus dans les moindres détails pour vous faire comprendre. Et je le dis parce que très sincèrement, entre nous jeunes, on doit s'organiser pour ne pas être ceux qui pourront ridiculiser le pays à l'extérieur. Il faut qu'on accepte de changer. Et c'est seulement en dénonçant les choses qu'on peut le changer. J'ai été déploré par le fait qu'on me dise que c'est des cadres du département qui prennent la tâche avec vous pour vous dire qu'il y a un dysfonctionnement. En tant que cadre responsable, je ne passerai pas par des jupes d'un journaliste pour parler des problèmes qu'il y a qui concernent la nation. Pourquoi passer par les jupes d'un journaliste? Non! Ce qui concerne la nation, c'est ce qui semble pour toi être un facteur qui bloque le fonctionnement de l'État, tu as l'obligation morale d'en faire cas et de combattre cet état de fait. Je vous invite encore une fois à nous aider à amener les reporters qui sortent à faire preuve d'un peu de sens de l'honneur. Autre fait marquant de la semaine, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a convoqué une réunion mercredi avec l'association des parents d'élèves et amis de l'école APAE, les responsables des écoles privées et le gouverneur de la ville de Conakry. Ensemble, ils ont échangé sur les préparatifs en cours pour permettre une rentrée sécurisée des classes, un programme d'assainissement de toutes les concessions scolaires avant la rentrée a été également annoncé. Abdrahman Ba, compte rendu. Comment préparer une bonne rentrée des classes en cette période d'épidémie d'Ebola? Cette question a été la principale préoccupation soulevée par le département en charge de l'éducation au cours d'une rencontre avec la PAE, le gouverneur de la ville de Conakry et les représentants des écoles privées. D'entrée de jeu, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a tenu à préciser que la Guinée ne fera pas une année blanche pour la rentrée scolaire 2014-2015. Ibrahima Kourouma rassure que les élèves iront bel et bien à l'école et que tout le volume horaire sera épuisé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a dit, il l'a redit à plusieurs reprises, et ça je le dis à l'intention de tout le monde, qu'il n'y aura pas d'année blanche. Nos enfants iront à l'école et ils feront une année scolaire correcte. Quelle que soit la date à laquelle nous allons faire la rentrée scolaire, nous n'allons pas bafouer la formation des enfants. Dans l'optique d'organiser une ouverture sécurisée des classes, 1362 encadreurs et enseignants ont été formés à ce jour en technique de riposte contre Ebola. Pour la vulgarisation de cette formation, un autre volet qui touchera 80 000 autres encadreurs va être lancé le 10 novembre prochain avec l'appui des partenaires de la Guinée, a expliqué le ministre. Il faut quand même que ceux demain qui vont gérer les écoles sachent c'est quoi la maladie, quelle est l'origine, comment faire, parce que ce n'est pas seulement le lavage des mains, même si c'est ce qui est apparemment un peu facile, mais il y a d'autres attitudes que les gens doivent avoir pour éviter de contaminer ou pour éviter d'être contaminés. Donc à partir du 10, nous allons lancer sur l'ensemble du territoire la formation de l'ensemble des enseignants. Environ 80 000 enseignants. Côté perspective, le ministre annonce aussi un programme d'assainissement de tous les établissements scolaires du pays avant l'ouverture des classes. Certaines écoles présentent des images peu reluisantes et impropres, souligne le ministre. Et pour les assainir, il compte sur l'appui du gouverneur de la ville de Conakry. Nous pensons que là où ces personnes doivent se retrouver, ce doivent être des endroits très propres. Nous avons appelé le gouverneur pour qu'avec les chefs de quartier, pour que nos concessions scolaires soient propres et que tout ce que nous avons comme toilettes aujourd'hui, qui sont des toilettes pratiquement impraticables, que ces toilettes-là soient remises en forme, en état, afin que notre école puisse être une école saine. Protéger la vie de 5 millions d'étudiants et encadreurs, engager les formations, vulgariser les formations, assainir les écoles, aussi faire l'hygiène dans les écoles est un tremplin inévitable
pour la lutte contre Ebola. Des mesures pour barrer les risques de propagation du virus Ebola dans les établissements scolaires et sécuriser les élèves. L'information, c'est aussi David Champien Bangoura, journaliste à la radio Lynx FM, qui a été entendu en milieu de cette semaine au tribunal de première instance de Kaloum de la plainte qu'il a portée contre le mardi-chef Abdoulaye Diallo. L'audience s'est ouverte en absence de l'accusé, une absence qui a amené le parquet à renvoyer le procès pour le 12 novembre prochain. Diallo. L'affaire remonte au 4 septembre dernier quand David Chopin Bangoura, journaliste à Lynx FM, a été giflé par le margi-chef Abdoulaye Diallo lors de la manifestation des clients de la Badam à Kaloum. Un acte qui a poussé la direction de Lynx FM à porter plainte contre ce gendarme. Après l'ouverture des débats, le parquet a décidé de renvoyer le procès au 12 novembre prochain. Pour cause, donner une nouvelle chance à l'accusé d'être présent au procès. Le gendarme mis en cause, le prévenu, comparaissent à l'audience pour se défendre. Parce qu'il faut rappeler que c'est pour la deuxième fois qu'il ne vient pas. Alors, en tant qu'avocat de la partie civile et légaliste de surcroît, je veux un procès, mais un procès contradictoire. Un procès dans lequel le mis en cause va se défendre. Quitte à lui de refuser systématiquement de venir, la justice continuera tout de même à faire son travail. Donc, j'ai demandé à M. le Président en charge de l'affaire que je ne suis pas opposé au renvoi de l'affaire, mais mon souhait le plus ardent est que le parquet fasse des diligences pour saisir le haut commandement de la gendarmerie nationale pour que ce gendarme qui effectivement était ce jour de service à la présidence de la République, du côté de la Banque centrale, comparaisse effectivement le 12 pour la suite de la procédure. Malgré l'absence de l'accusé au procès, les débats se sont poursuivis. Le plaignant et un témoin ont été entendus sur les faits. La partie civile compte aller jusqu'au bout pour punir ces genres d'attitudes. Si vous voyez qu'il se cache, il ne vient pas, c'est la deuxième fois, ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est pourquoi il ne s'est pas présenté au tribunal. Donc moi, ça ne fait que me regarder, parce que là, ça me veut dire que ma position, et ce que je dis, c'est quelque chose qui est très bon. Même s'il n'y a pas de condamnation, mais les hommes en tenue qui sont sur le terrain vont apprendre à respecter les journalistes. À ce stade, nous faisons confiance dans notre justice et comme il y a renvoi au 12, le 12, nous aviserons. À noter que le procureur a été chargé de saisir le haut commandement de la gendarmerie nationale et la garde présidentielle pour attirer leur attention sur le refus du gendarme de se présenter à ce procès. Un protocole d'entente sur l'abandon de l'exclusion en Guinée a été signé mercredi entre le gouvernement guinéen, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'UNICEF, un engagement fort des partenaires et du gouvernement pour freiner les mutilations génitales féminines. 1 500 000 $ américains a été débloqué pour y arriver. Sarah Kamara. Nous avons la possibilité de changer ce pays. Mais malheureusement, nous nous retrouvons comme étant le deuxième pays le plus affecté au monde après la Somalie. Chaque année dans le monde, environ 3 millions de fillettes et de femmes subissent des mutilations génitales. En Guinée, malgré toutes les stratégies développées pour éradiquer ce fléau, le taux de prévalence est de 96% en zone rurale et de 94% en zone urbaine. Ce qui est amer à constater, c'est que la Guinée est le pays pionnier dans la lutte contre les mutilations génitales féminines dans le monde. Malheureusement, on a une petite minorité qui réinvente le Coran, qui réinvente les sourates, qui réinvente les livres saints pour dire que nos sœurs, nos filles et nos femmes doivent rester dans l'absurdité. Ces pratiques, souvent imposées par des parents, tantes ou grand-mères, sont considérées comme des violations des droits de l'homme.
Le ministère de la Justice doit être réellement prêt pour réprimer les acteurs de ces fléaux contre les filles. Et le ministère de la Santé aujourd'hui doit prendre les décisions, comme l'arrêté le dit, pour sanctionner et punir tout agent de la santé qui va se livrer à cette opération contre les petites filles. Et quant à mon département, c'est l'engagement de la mobilisation. Faire savoir à ces vieux que nous ne sommes ni contre les coutumes, ni contre les traditions, mais nous voulons protéger la personne humaine, la fille guinéenne. Pour justifier les mutilations génitales féminines, les arguments souvent avancés sont d'ordre socio-culturel, hygiénique, religieux, voire psychosexuel, mais rarement médical. Or, les complications liées au MGF sont nombreuses et méconnues. Il s'agit de faire en sorte que une pratique inutile, qui sort de la nuit des temps, qui n'a aucun fondement, ni sanitaire, ni médical, ni religieux, que cette pratique disparaisse simplement, purement et simplement, pour que les filles et les femmes puissent jouir de leurs droits et de leur intégrité physique et morale. Engagée depuis 1984 de façon officielle, la lutte contre les mutilations génitales en Guinée traîne encore les pas. Une réelle volonté de l'État, des religieux et des populations pourrait protéger des milliers de filles et femmes contre ce fléau pratiqué depuis la nuit des temps. Les contractuels des différents départements ministériels se sont donné rendez-vous jeudi dans la cour du ministère de la fonction publique. Ils dénoncent les dysfonctionnements au sein du département, demandent également leur matricule et leur prise en charge. Nénumbal. En colère ce jeudi, des centaines de contractuels de différents départements ministériels ont envahi la cour du ministère de la fonction publique. Matricule, matricule, c'est tout ce qu'on pouvait entendre dans ce brouhaha. Les manifestants dénoncent le refus du ministre de la fonction publique de leur attribuer des numéros de matricule. Tous les départements ministériels ont ces stagiaires ici plus de 6 ans, 7 ans, engagés non pris en charge, y compris le corps de la douane. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il paraît que Koukouma peut être son homme clair comme Touman Sangari. L'une des raisons, il ne peut pas les toucher parce que c'est la force des affaires. Donc notre rare bord aujourd'hui, on en a marre. C'est Koukouma a une mauvaise foi. Jean-Pierre Koevogui, président du groupe des manifestants, lance un appel au président de la République. Monsieur le ministre nous a dit qu'il ne peut rien faire pour le moment sans l'autorisation, c'est-à-dire du chef de l'État, que c'est le président qui nomme des gens par décret pour donner des matricules. Nous demandons au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de bien vouloir dire à monsieur le ministre de la fonction publique de nous donner nos matricules. On a des preuves. On a des preuves. Si on lui fait sortir ça, des preuves d'injustice, je vous le jure, ces cadres corrompus la vont sauter. Ces manifestants ne comptent pas mettre la balle à terre. Si rien n'est fait dans les jours à venir, ils décident de se rendre à la présidence. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, les manifestants étaient encore devant la fonction publique. Les enfants et amis de Womé plaident pour le retour de leurs parents dans cette localité. Ils l'ont fait savoir mardi à travers une conférence de presse organisée par l'ONG Même Droit pour tous. Agueratuba nous fait le point. Après le drame de Womé le 16 septembre dernier qui a coûté la vie à 8 personnes, la situation est de nos jours devenue dramatique selon les ressortissants de cette localité. Pendant que nous avons encore les larmes aux yeux, un autre drame est en train de se produire à Womé. La présence des forces de l'ordre et de sécurité à Womé. Le départ forcé de tous les habitants dans la brousse à la merci de la pluie, du froid et des pertes sauvages porteuses de maladies. Les accouchements en brousse de nos mamans enceintes. La famine, les déchets par manque de soins. La privation de loisirs, donc de la liberté et du bonheur. Depuis le 16 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez un village saccagé. En plus de ces biens matériels emportés, il y a que des gens meurent effectivement en brousse. On a déjà enregistré plus de 11 morts. Il y a 4 filles qui ont été violées. Nous avons peut-être la preuve de l'une qui est connue, qui est dans un village à côté. D'où le cri de cœur des enfants et amis de Womé pour le retour de leur famille dans cette localité, depuis lors surveillée par les militaires.
Nos amis n'ont pas tué. Ils sont des victimes innocentes, traumatisées par ces événements. Nous, les enfants de Guinée, au nom de tous les enfants du monde et de Womé, vous supplions de rappeler les militaires de Womé pour le retour de nos amis et leurs parents au village dans les meilleurs délais et en toute sécurité. Préparez l'ouverture des classes de Womé. Préparez notre avenir, l'avenir de notre pays. Selon Jean Haba, des enquêtes approfondies devraient permettre de mettre la main sur les vrais auteurs du massacre de Womé. Les musulmans ont célébré lundi Ashura qui coïncide avec le 10e jour du premier mois de l'an musulman. L'événement est l'occasion d'un jour de jeûne purificateur dans le monde musulman. Il est recommandé d'ajouter un jour de jeûne avant ou après Ashura afin de se distinguer des juifs qui observent également ce jeûne. Manienkondi. La fête de Ashura, célébrée le 10e jour du premier mois de l'année lunaire, donne lieu à de grandes festivités dans le monde musulman. Au cours de la nuit de Ashura, Dieu change tout et même la destinée des hommes. Ashura est aussi l'occasion d'un jour de jeûne purificateur pour tout musulman. Ce mois a été le mois que le prophète a quitté à la Mecque de Médine. C'était le premier mois de mois lunaire. Avant que l'islam revienne, ce mois-là, Muharram, les Arabes ne faisaient jamais la guerre de ce mois-là. Après le mois de Carême, le jeûne que tu vas faire, que Dieu te récompense plus qu'un titre, c'est le mois-là. Mais le prophète jeûnait le 10e jour. Parce que c'est le mois-là que Dieu a sauvé Sayyidina Nuh. C'est ce mois-là, le 10e jour, que Dieu a sauvé Moïse pour la torture de Pharaon. C'est à cause de ça que le prophète a ordonné à tout bon musulman, si tu peux jeûner, de jeûner. Ce premier mois de l'année lunaire est le moment opportun pour les musulmans d'implorer la grâce divine. C'est pourquoi l'occasion a été mise à profit par l'imam de Kipé de prôner la paix et l'unité nationale. Moi, je vais dire aux populations guinéennes, on doit s'aimer, on doit abandonner les racistes. Tu sais pourquoi Dieu a mis les Bagas, les Soussous, les Mekforés, les Peuls, les Malinqués, les Djakanké, les Guerzé, les Thomas, les Kissi? Pourquoi il a mis tout ça en Guinée? Pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on se donne la main, pour qu'on crée une société. Seule ethnie ne peut pas créer une société. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce magazine. À tous, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web à www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.